Salut Mathieu. Voilà, alors bienvenue à cette séance du Ciné Club consacrée ce soir à La Chambre Bleue de Mathieu Amalric. Merci beaucoup d'être là pour en parler. Merci à toi. Voilà, Mathieu, qui était déjà venu il y a 2 ans, présenter, à l'époque où le Ciné Club était à l'Arlequin, donc voilà, si certains y étaient, présenter le stade de Wimbledon, et donc ce soir, La Chambre Bleue. Alors, je ne vais pas dire grand-chose pour le présenter, mais simplement qu'il y a des films, et notamment dans ta filmographie, qui sont faits de façon différente, sur des temporalités très différentes. Et celui-ci, c'est un film qui a été fait très rapidement, comme il a été écrit d'ailleurs par Simenon, puisque c'est l'adaptation d'un roman de Simenon. Et je trouve que, je dis ça simplement parce que je trouve que ça a son importance, et on en parlera plutôt après, mais c'est un film qui a été pensé, conçu, tourné, etc., dans une seule énergie, un seul geste. Voilà, et que je trouve évidemment très beau, et donc je suis très content de le montrer, donc j'ai hâte qu'on en parle après. Et je te laisse en dire quelque chose si tu veux. Bonsoir, non mais vraiment merci beaucoup. Ça fait drôle. Ah oui, je pense que sinon il n'aurait pas été fait ce film. S'il avait été pensé, je pense qu'on serait, à un moment tout de même, on se serait arrêté. Parce que c'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Et il y a eu tout de même 2 saisons comme d'habitude, parce que j'aime bien, parce qu'il y avait besoin d'un peu d'été, donc vous verrez. On a pu quand même tourner en 2 fois, et du coup, il y a eu un grand plaisir à reconstituer en vrai un dossier judiciaire entier pour une scène de procès. Voilà. C'est le seul roman de Simenon qui n'est pas raconté dans l'ordre. Ah bon? Ouais. Et tous les amoureux de Simenon le disent, il s'en fout un peu des résolutions. Alors ça, c'est un petit... Voilà. Il y a souvent les gens qui aiment Simenon disent on est pris dans quelque chose sur 100 pages, 120 pages, et puis non, finalement, qu'il y ait une solution, c'est pas son énergie. Donc ça, je serais curieux de... Voilà, je sais que ça, c'était un des... On a même poussé un peu le bouchon. À peine. On a poussé un peu... Non, je donne aucun indice. Non, voilà, tu vois. Non, c'est tout, quoi. Bon, mais de toute façon, voilà, on se retrouve C'était quand, ce film? Alors, 2004, il est sorti en 2014, donc ça fait 8 ans. Voilà. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Bah ouais. Mais bon, c'est bien de tomber amoureux, hein. Tu disais Non, je disais que c'est bien de tomber amoureux. Parce que, oui, non, je pense à ça parce que c'était étrange. C'est un texte que Simenon a écrit assez tard dans sa vie. Et quand on écrivait avec Stéphanie Cléo, parce que j'ai écrit le scénario avec ma maîtresse, qui était en fait ma femme dans la vraie vie. Et Stéphanie est dramaturge de théâtre beaucoup, et on se posait cette question de la morale, justement, de pourquoi comme si il se punissait de quelque chose. Enfin, on se posait la question. Alors, comme en disant en présentation que le film a été tourné rapidement sur une sorte d'impulsion. Alors, je crois que tu veux préciser peut-être aussi les conditions de production.
mais on a l'impression aussi que c'est non seulement que ça a une influence évidemment sur la forme du film, mais aussi que c'est un film où le personnage lui-même est un peu pris de court. Enfin, il est toujours en retard, un petit peu sur ce qui se passe, toujours un peu en retrait. On a l'impression que, enfin voilà, est-ce qu'il y avait, bon, c'est pas vraiment une question, mais voilà, enfin cette façon d'être pris au dépourvu par sa propre histoire. Voilà, je ne sais pas si on peut articuler à la façon dont ça a été produit. C'est ce qui était très attirant dans le texte et qu'on a eu envie de garder, c'est-à-dire c'est vous, c'est le spectateur qui est en retard, enfin, ou le lecteur, tu te dis, ah ben attends, merde, quelqu'un est mort, ah ben donc, il a dû la tuer, voilà ce qui s'est passé, il a dû la tuer, ou ah ben merde, c'est pas ça, mais alors qui est mort, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et donc... pourquoi il est arrêté, enfin, donc c'est dans le texte de Simon, c'était très attirant. Mais c'est vrai que ce film n'aurait pas existé si j'avais pas croisé Paolo Branco, qui est un producteur de tout le cinéma français. C'est un producteur portugais qui a commencé... Enfin, c'est immense, Paolo. Moi, j'ai commencé à faire du cinéma avec lui quand j'avais 17 ans, comme assistant, stagiaire. Il m'a tout appris. Et il vous bombardait premier assistant, mais il vous payait comme stagiaire. Et c'est comme ça que les films se faisaient financièrement. Et donc, tu apprenais très très vite ton métier, quoi. C'était vraiment bien. Et moi, j'étais noyé dans le rouge et le noir. Voilà. Je voulais faire le rouge et le noir. Donc, j'avais déjà écrit 800 pages. Et Paolo, il me dit, mais non, là, faut que tu tournes. Faut que tu tournes. Donc, oui, mais quoi, mais je sais pas, trouve un petit truc, et on tourne dans 3 semaines, un petit truc. Je rentre à la maison, et cette chambre bleue, c'est une espèce de texte obsessionnel que j'avais déjà pour tourner, le film tourner. Il y a déjà des phrases de la chambre bleue dans Tourner, et je l'appelle, et je lui dis, écoute, j'ai ça. Il me dit, mais je le lis. Je dis, et allez, c'est parti. Et c'est pour ça que le personnage s'appelle Julien Sorel, parce que ensuite j'ai découvert, et je ne le savais pas, que Simon adorait Stendhal. Et on peut trouver des trucs sur l'INA où Simon parle de Stendhal. Et là, du coup, c'est pour ça que j'ai appelé Julien, cette espèce d'absence à son propre procès, comme Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. Et voilà, et on a tourné tout de suite, très vite. On a commencé par l'été, et c'est là où après, on a pu avoir un petit peu de temps avec l'accessoiriste, avec des graphistes, avec des juristes, pour construire vraiment le dossier judiciaire, quoi. Et toute la scène du procès, c'est réel. On a donné aux avocats, aux juges, qui sont des vrais juges, des vrais avocats, le dossier, avec les vraies pièces qu'on avait reconstituées, en travaillant vraiment, notamment avec un juge, je vous jure, il s'appelle le juge Salomon, c'est son vrai nom, il est à Bobigny, c'est pour ça qu'on a pu tourner dans son bureau à Bobigny. En fait, on a tourné à Bobigny, ça, avec le juge d'instruction, et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, enfin, et donc, oui, et donc ils ont... Stéphanie et moi, on était dans le box des accusés, et c'est parti, quoi. On a mis un long rail, et ça a duré 3 heures. C'est pour ça qu'on a pris 3 jours pour tourner le procès. On a d'abord fait ça, et à partir de là, on est parti. Et toutes les personnes qui témoignent sont les personnes qui réellement vivent à la Flèche où on a tourné. C'est vraiment la personne de l'hôtel, c'est vraiment la femme de ménage, c'est vraiment le voisin, c'est vraiment... Et on sentait qu'il y ait cette espèce de
de réel qui te... Parce qu'eux, ils planent complètement, là. Quand tu es dans la passion, tu planes, quoi. Tu es ailleurs. Et là, le fait que ces témoignages sont aussi... que le procès semble réel, il l'était. C'est assez flippant, hein, d'ailleurs, hein, de vous poser des questions, tout ça. Alors, peut-être un peu dans le désordre, mais justement, cette scène-là, là, donc, c'est des acteurs qui sont non professionnels, et je trouve que cette scène, elle est assez frappante, notamment pour ça, par le fait qu'on voit que d'un coup, c'est des personnes qui... Parce que c'est une situation de jeu, de toute façon, un tribunal, et donc ils sont... Même les gens qui viennent témoigner dans un vrai procès, j'imagine qu'ils ont un peu ce rapport-là aussi, à leur propre parole, un peu de jeu. Et voilà, ils ont peur surtout, ils sont très timides, ils ne savent pas comment on fait. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais sur... là, tu as parlé de Stendhal et de Simenon, leur rapport, et le film, moi je trouve qu'il est très beau, notamment parce que il y a, pour ce mélange de sécheresse presque clinique et qui correspond à la parole et à la pensée, à la logique judiciaire, simplement les images ont des statuts de preuve, voilà, et donc il y a quelque chose de très factuel, voilà, et de lyrisme, mais j'ai l'impression, alors parfois c'est en alternance, c'est-à-dire que parfois il y a une opposition évidemment entre le domaine presque du fantasme et du souvenir, on sent un petit peu truqué quand on se rappelle le premier baiser, où les voix sont pas synchronisées, il y a un décalage, et d'ailleurs pas synchronisé aussi à la fin au tribunal, quand elle lui dit on sera toujours ensemble. Donc voilà, ça crée un décalage avec la réalité, et c'est opposé évidemment avec les scènes avec la femme qui là sont remplies de sons très cliniques, bruts. Bref, tout ça pour dire, donc un mélange parfois dans le même plan de sécheresse et de lyrisme, qui sont peut-être quelque chose qui vient de cette la littérature dont tu parles. C'est vrai. Après, c'est vraiment l'écriture de Simenon, quoi. Le bonheur d'être dans son écriture et de se plonger là-dedans. Et quand on faisait les essais avec Christophe Daucan, le chef opérateur, dans quel format, en effet, on allait tourner, c'est la phrase de Simenon qui a amené le 4/3, en fait. Marrant, hein. Qui est un format donc pas courant, en tout cas qui est plus courant qu'il l'a été. Le vieux format, quoi, le format jusqu'aux années 50, c'est ça. Et notamment de série B, de série B des années 40 hollywoodienne, bien sûr. Qui était une influence pour toi, que tu avais peut-être en tête. Oui, bien sûr. Et ce mélange, ce contraste dont tu parles entre le froid et le chaud, pour aller très très vite, hein, d'où l'envie, je sais que pour écrire, la Rhapsodie espagnole de Ravel m'a beaucoup porté. Je me suis rendu compte que en fait, toute la musique de Hermann, de Tiomkin venait de Ravel. Enfin, les grands compositeurs de musique de cinéma connaissent toutes ces musiques. Et vous écouterez la Rhapsodie espagnole de Ravel. C'est 1904, je crois. C'est complètement fou. Et donc, Grégoire Hetzel, compositeur d'aujourd'hui, a fait une parodie de cette musique lyrique. Oui, je voyais des choses comme ça, c'est vrai. Des moments d'envolée, sur des moments de banalité de vie quotidienne, qui créent une inquiétude, qui créent les sous-couches qu'on a dans la tête tout le temps, quoi. Notamment quand il est en vacances avec sa femme. Pourquoi il panique parce qu'il y a une guêpe sur la glace de sa fille, comment Léa me regarde, c'était horrible. Mais bon, il y avait les deux, quoi. Et puis, c'est même plus des souvenirs, c'est une obsession, c'est un autre état. Tu es dans un autre état. On a tous vécu ça. C'est complètement fou.
Mais ce qui est On étonnant, a c'est tous vécu cette espèce de... Enfin, je pense évidemment oui, aux passions, enfin tous ces films sur la passion. Je pense à ce livre d'Annie Ernaux qu'a adapté. Passion simple, ouais. Voilà, enfin, quelque chose comme ça. Mm. Mais oui, il y avait évidemment le plaisir du film noir, c'est sûr. Du chaud, du froid, aussi une maîtresse grande. Ça, c'est dans le texte. Hein. C'est aussi ça qui était mais trop grande pour toi, c'est dans le texte. Forcément, c'était pour moi, quoi. Et froide, qui c'est cette femme enfin, et évidemment, de tourner ça avec sa propre femme, c'est absolument extraordinaire. De s'amuser à jouer des amants. C'est aussi pour ça qu'on fait un film. Hein. En fait, c'est pour ça que tu fais un film, en gros. Et après, on peut toujours trouver d'autres raisons, mais la base, c'est ça. C'est la comédie de remariage. Et puis, il y a eu le bonheur de tourner avec Laurent Poitrenaud, qui joue le juge d'instruction, qui est un acteur immense, qu'il faut aller voir au théâtre. C'est un acteur de théâtre, beaucoup. Et... on va jouer, on reprend la collection, une pièce de Pinter, en mai, avec Laurent, Michel Escaut, Valérie Dashwood et moi. À l'atelier, tout le mois de juin. On fait ça. Et parce qu'il y a Laurent, quoi. Et Laurent, vous vous rendez compte que ça, il l'a fait en 3 jours et demi. Toutes les scènes dans le bureau, 3 jours et demi. Et alors, là, tu parlais de l'abeille, pourquoi il devient fou quand tu vois. Alors, quand on voit le film, on imagine que lui organise aussi. Alors, enfin, ce que j'allais dire, donc, c'est cette façon que les plans ont de toujours avoir l'air de peut-être contenir quelque chose, un signe, une preuve, quelque chose, mais on n'en est pas sûr. Et surtout, on ne sait pas exactement si c'est plutôt une preuve d'ordre judiciaire, c'est-à-dire est-ce que ça va nous aider à comprendre ce qui s'est passé, ou simplement une preuve que ça a existé, qu'il l'aime, qu'elle l'aime. Et là, l'abeille, en l'occurrence, ça fait partie d'un réseau de signes comme ça, où il y a plusieurs abeilles sur son corps à elle, sur la glace, à la fin, sur le mur du tribunal. Et il y a plusieurs éléments comme ça, motifs, la serviette rouge, des choses comme ça. Tout ça, c'est dans Simon. La serviette rouge, c'est dans Simon, donc après, je l'ai ajouté là, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il a d'autre? C'est la corrida, quoi. C'est un taureau, il pense qu'à ça. Et il veut s'en débarrasser. On veut s'en débarrasser, on veut que ça s'arrête quand même. Ça va s'arrêter quand même, c'est pas possible. Et non. Et voilà. Et donc j'ai mis la serviette rouge. Après, le hasard des repérages a fait que dans un tribunal, pas loin de la Flèche, j'ai oublié où c'était un tribunal fermé, qui datait de Napoléon III. Et à l'époque, le code de Napoléon III, c'était l'abeille. Je ne sais plus trop pourquoi. Et les murs étaient verts. Mais avec le temps, le jaune est parti, ils sont devenus bleus. Et quand je suis rentré dans quand on a trouvé ce tribunal avec une abeille sur les murs bleus, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est génial, quoi. Ça, c'est pas dans le livre, ça c'est... Et il y a eu un seul film tourné là, c'est le procès de Maine-Océan. La première scène de Maine-Océan, je crois que c'est Baugé. En tout cas, Rosier a tourné l'ouverture du film du procès dans cette salle-là. Et après, ah oui, des signes partout.
dans ces moments-là, on a la tête totalement en vrac, fragmentée, donc je savais que ce serait fragmenté, mais il faut l'écrire avant quand même. Hein. C'était assez... Je sais pas comment on a fait, hein. On n'avait pas de script en plus, parce que Élodie n'était pas libre. Et quand Élodie Van Buren n'est pas libre, ben, il n'y a pas de script. Voilà, donc là, il n'y a pas de script. Alors c'était pas mal, parce que du coup, toute l'équipe était script. Et ça, c'est bien. Parce qu'il fallait tout de même qu'on sache exactement ce qu'on faisait. L'air de rien. C'est quand même assez mathématique. Hein. C'était vraiment précis. Hein. Ouais, ça, notamment pour pouvoir jouer sur les résonances, sur les objets qui sont voyés, sur les trucs. Et sur la contamination d'un registre par l'autre, c'est-à-dire le registre judiciaire, l'interrogatoire et la passion, où le son de l'un déborde un peu sur l'autre, où ça sème toujours le doute sur qui est en train de regarder, c'est-à-dire est-ce que on est en train de voir le moment, le présent de l'instant, ou est-ce qu'on est en train de voir un souvenir, voilà, il y a toujours un doute sur ce qu'on est en train de regarder pendant tout le film. Oui, le doute, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, non. Ah, d'accord, son mari à elle est mort. Ah bon? Ah d'accord, la pharmacie est fermée, son mari, ah bon? Donc en fait, il a tué son mari. C'est pour ça qu'il est en prison. Enfin, t'es tout le temps, tu te dis, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça. Et après, après, c'était plutôt de trouver comment faire arriver les informations. Ça m'amusait beaucoup. Donc, quand je me souviens, j'étais très heureux d'avoir trouvé qu'on découvrait qu'en fait, sa femme à lui avait été tuée aussi par le juge, quand il compulse le dossier, parce que c'est là qu'on l'apprend. Et du coup, j'aimais bien, parce que j'imaginais... Ça, c'est très inspiré d'un autre texte de Simenon qui résonne beaucoup avec La Chambre Bleue, qui est un très beau texte qui s'appelle Lettre à un juge, parce qu'en fait, Simenon avait une grande tendresse, une grande admiration pour les juges. Et je me suis beaucoup inspiré de Lettre à mon juge, et c'est pour ça que j'ai eu envie de ce moment où il change de chemise, où tu sens qu'il a dormi là, où on le voit torse nu. Et cette femme qui était la vraie greffière, c'est une vraie greffière, cette femme qui est là. Et pour moi, c'était très clair, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Il la regarde, ça peut arriver à tout le monde. Bon, voilà. Mais il n'y a pas le bien et le mal, hein, comme... Tout ça est tellement terrible, quoi. Tout ce qu'il y a, c'est ça, toute l'exploration de l'œuvre de Simenon, c'est vertigineux. Ce qui me plaisait, c'est que dans Simenon, il y a ce qu'on a tous en commun, en fait. Voilà, c'est ça. Rien d'exceptionnel, c'est tout ce qu'on a en commun. C'est pour ça que c'est un écrivain qui a tant été lu. Je vais faire circuler le oui. micro. Donc là, j'y vais parce que là, ça va durer longtemps. Il n'y a pas d'urgence. Non, tu dis en fait que on découvre que la femme a été tuée par le juge. Sa femme a été tuée par le juge. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu le film, c'est ces deux moments où il pense tuer sa femme quand elle est dans l'eau. Il lui met 3 fois la tête sous l'eau, il manque de l'étouffer. Et d'ailleurs, elle lui en veut à mort, après dans la maison. Et la deuxième fois, quand on la voit grimper dans le salon sur son échelle, et qu'il est en train de regarder la table en verre en dessous, et je me suis dit, c'est pas possible, il va la faire tomber. Donc là, c'est vrai que j'ai pensé qu'il avait dans l'idée de tuer sa femme. J'en suis sûr, bien sûr. C'est quand même une solution, là, pour s'en sortir. Enfin, dans sa passion. Dans sa passion, bien sûr. Non, je cherche, évidemment, c'est toujours ça en geste, en action. Il n'y a pas dans le livre, et vous voyez, je me souviens même plus. Je me souviens même plus s'il y a l'histoire de la... Oui, ça doit y être. La pseudo... un moment de noyade, enfin de jeu qui n'est pas drôle.
comme à l'école, quoi. Et... Je crois qu'il y a la plage et pas l'échelle. L'échelle, il n'y a pas, hein, c'est ça. Il y a la plage, ça, avec la noyade, elle y est, la noyade. Elle est ce truc, oui, il est bizarre, ouais. Et il n'y a pas, ouais, il n'y a pas l'échelle. Mais... Et comment ça, le juge a tué sa femme? Moi, je comprends plus rien. Non, non, j'ai pas dit que le juge a tué sa femme. Elle a dit. Non, Ah oui. non, on apprenait que Oui, d'accord, oui. la femme avait été tuée par le juge au moment où il compulse le dossier. Oui, ça, ok. Non, non, ça va. Je suis très déstabilisée, là. Non, parce que quand je vous parlais avant le film que Simon, il n'y a pas de résolution, je vous jure que dans le putain de texte, vous l'avez lu, il n'y a rien, quoi. Ah, on ne sait rien. Moi, j'ai à peine poussé, mais à peine, quoi. En tout cas, je me suis dit, c'est la certitude de Julien, et ça lui fait du bien. Du coup, il peut replonger dans sa putain de passion, et se dire, ah ben, en fait, elle est innocente, c'est pas elle. Juste, je me suis dit, c'est ça que je vais jouer. Il ne s'agit pas de le sentir, mais on peut le sentir que la belle-mère, avec les cheveux rouges, c'est louche. En tout cas, c'est ce que Julien doit se dire. Et là, j'ai poussé sur... Vous verrez, il y a à peine 2 phrases, ou une phrase bizarre de Simon qui peut laisser entendre ça. Mais il n'y a rien, quoi. Il dit pas. Il résout rien. C'était ça le problème aussi, peut-être. Ce qui est dans le film, ce qui n'est pas dans le livre, parce que dans le livre, on peut dire, il ment. Là, des fois, on voit l'écart entre ce que lui dit et ce qu'on voit à l'écran, 1 ou 2 fois. À des endroits où c'est pas dans le livre. Je crois Oui. que je l'ai lu avant-hier. J'ai jamais lu le livre de Simon, et là, avant-hier, je me suis dit, tiens, C'est beau, hein. C'est beau, le livre. Ouais, oui, c'est impressionnant. Et du coup, Sur le décalage entre le mensonge, pas le mensonge, là. Et puis, le truc, j'ai l'impression que souvent, c'est beaucoup de faits, comme ça, qui sont... Enfin, je me suis dit, ça doit être très compliqué à trouver des solutions techniques de cinéma. C'était excitant. Ça m'a un peu fait penser à ce que vous disiez, je crois, à l'époque de Sam Mofford, le dernier. Il dit, mais comment on fait pour faire une reconstitution mentale, technique, en termes de mise en scène? Et là, je pense que le texte est tellement maîtrisé et clair que j'ai l'impression que les questions sont très directes sur comment on fait le raccord entre un moment présent et puis quelqu'un qui raconte un moment présent et qui revient et qui pense. Et je sais pas pourquoi je pose cette question. Non, mais c'est ça. Ah oui, j'avais une question précise, une vraie question de détail, comme dans un... quand le gendarme lui demande mais à quoi vous... Il dit, je pensais à autre chose. Et là, on se retrouve devant le cinéma. Il dit, à quoi vous pensiez? Mais je sais pas à quoi je pensais à autre chose. Et on voit l'épouse devant les affiches de cinéma, qui sont, comme dans le Simon, un film américain lambda, comme il en passe toutes les salles. Elle sort de la voiture, c'est ça? Elle arrive dans le cinéma. Oui. On la voit devant le cinéma, puis il file à l'hôtel. Oui. Il se reglisse dans la salle, et là c'est un film en 33 probablement qu'on entend. C'est pas le film. Ça n'existe pas, c'est nous qui l'avons inventé. Parce que c'est une bonne. On l'a inventé. Après, là, j'étais plus sur je me suis dit, merde, ça fait un peu Lynch. Je me suis dit, bon, allez, allons-y, c'est le générique de Mulholland Drive, c'est pas grave. Et après, je me suis beaucoup amusé, il faut pas le dire. La bande on verra. Parce que j'ai compris comment ils faisaient les gens pour détecter les droits musicaux et tout. Si tu mets 2 sons en même temps, ça détecte pas. C'est bon. Donc on a mis la musique écrite par Hetzel, mélangée avec Telephone Conversation de Zappa. C'est Zappa. Donc t'imagines. Et voilà. Et donc c'est la conversation américaine qu'on entend. Non, c'est dans un des Mothers of Invention de Zappa. Et j'ai toujours adoré ce son qui est entre deux morceaux. Et voilà.
Tant que j'y suis, après je rends le micro, il y avait pareil, dans le générique, il y a un remerciement, Noël Simsolo et John Zorn. Ah oui. Mais alors, pourquoi? Noël Simsolo, c'est un peu un de mes maîtres comme ça, que j'aime bien aller voir de temps en temps, c'est un peu comme Labarthe, si vous voulez. Mais Noël, il est encore en vie, Labarthe me manque beaucoup, et il avait lu le scénario, il connaissait Simon par cœur, c'est un lecteur du scénario. Et John Zorn, je pense qu'il y a du John Zorn dedans. Il doit y avoir du John Zorn. Alors, John Zorn, je le filme depuis 13 ans. Voilà, tout seul, avec ma caméra, c'est des choses qui sont projetées lors de ces concerts. Mais en novembre prochain, il y aura peut-être les 3 Zorn ici, parce que c'est les 70 ans de John l'année prochaine, et il vient pour une grande tournée. Et Jean-Marc, enfin voilà, il y a peut-être l'idée que du coup, il passe en salle. Les 3, j'en ai fait 3 depuis 13 ans. Et donc j'ai dû piquer de la musique à John. Mais là, je ne l'ai pas. Ouais. Procès peut-être? Avant Bach? Je sais pas. Non, vraiment, là, il faut. Bach, oui, non, c'est pas. Alors voilà, question. Mais dans le livre, il innocente jamais son personnage. Enfin, pourtant, c'est lui qui semble parler à la première personne, mais il n'est jamais présenté comme innocent. Tu ne sais pas si c'est lui ou pas. C'est pour ça que je me disais, on peut mettre des images qui contredisent, enfin, peut-être, et de toute façon, il est obligé de mentir. Il ment tout le temps pour s'en sortir. Enfin, par rapport à... On a l'impression qu'il ne dit pas, qu'il y a plusieurs trucs, le truc de pas dire, il rejette un peu les mots et tout ça, il abandonne. Et du coup, on a l'impression que tout est dit autour, les gens lui posent des questions sur 1000 détails, tous les gens autour, on sait tout. Mais ce qui s'est vraiment passé... il finit par cracher, mais... C'est juste que sinon, à inverser, évidemment que les aveux sont venus avant. Et comme il le dit, il y a ce truc de devoir toujours répéter. Je vous l'ai déjà dit. Mais vous l'avez dit là encore. Mais je vous l'ai déjà dit. Il l'a déjà dit. J'ai l'impression que le fait qu'ils disent rien, ça donnait un peu la structure du film. Et qu'ils laissent comme ça le... Ça se met comme c'est le livre, c'était... Ouais. On comprend, mais on ne peut pas savoir. Et du coup, on fait un film policier où jamais on dira... Je sais, j'étais très énervé qu'il n'y ait pas le whodunit à la fin. Mais chez Simon, malheureusement, ça arrive souvent. Après, ça vient un peu avec la belle-mère. Je te dis, j'ai rajouté un peu, quoi. J'ai même voulu carrément... J'ai même rajouté un plan qu'on a tourné pendant le montage, je me souviens. Je dis, non mais là j'en ai marre qu'on sache pas qui c'est, on va la balancer cette salope. Et on est allé pharmacie Goncourt où j'habitais, faire le plan à l'arrière d'une... alors qu'on n'a pas tourné à Paris, où elle a le carton. Ça on l'a fait, j'en avais marre. Je me suis dit, on va... Voilà, elle a des gants, elle met un carton avec les confitures. Bizarre ce plan quand même. Voilà, j'ai ajouté ça. Et le témoignage à la fin. Et son regard à elle. Et à lui, enfin. On a l'impression que là, il aurait envie de dire quelque chose. Ah ben là, c'est elle. Mais c'est même pas... Il se dit pas... Enfin, c'est ce que je jouais, hein. Il se dit pas, je vais l'accuser, c'est pas le problème. C'est pas elle. Je le savais, voilà. Donc, elle n'a pas tué ma femme, elle n'a pas empoisonné ma femme, elle n'a pas... Moi, je suis sûr que c'est elle, mais bon. Mais c'est très compliqué. Je pense que Simon ne savait pas lui-même. Et comme il écrivait qu'en 11 jours, selon les jours, peut-être c'était pas un gentil, donc il était aussi plein de haine, et sa haine pouvait aller
des endroits différents. Il n'arrive pas à se défendre, quand même. Lui, on aurait envie qu'il se défende. Mais je sais. Ben, c'est comme Julien Sorel, justement. C'est ce truc de Stendhal ou de l'étranger de Camus. Il y a ça. Hein. C'est ça qui est... Mais comment se défendre? Je vous assure que c'était impossible à jouer. Je ne pouvais pas me défendre. Parce que de toute façon, c'est de ma faute. Elle est morte. C'est de ma faute. Ça, c'est très fort et très bien de rendu. De toute façon. Puis il a trompé, donc il est coupable. C'est ça, c'est ce que je dis. Enfin, pas parce qu'il l'a trompé. Disons qu'il est tombé sur une barge qui fait que ça, et lui, ça l'emporte dans un tel monde que cette passion, comme conséquence, a fait que sa femme a été empoisonnée. Il y allait dans la passion, même s'il c'était peut-être plus fort que lui. Il a sa part, donc il est coupable. Il est coupable. Sans faire de il se sent coupable, il est coupable. Donc il ne peut pas... Ouais, il ne pas se défendre. Il n'en est pas... de toute façon, d'où cette question que je me posais sur pourquoi Simenon, à la fin de sa vie, écrit ce texte qui semble être une flagellation sur sa propre sexualité à lui, qui était maladive. Et c'est comme si... il a eu ça à la fin de sa vie, notamment avec la mort de sa fille. Enfin, il y a eu un moment de rédemption, que tout ça, c'était peut-être à cause de ces pulsions sexuelles. Et ce texte fait penser à ça. Mais ça, on a essayé, avec Stéphanie, on a essayé de l'enlever un peu, ça nous intéressait pas. On était pour la passion. Oui. Excusez-moi, j'ai une question sur un autre sujet. Je crois que c'est surtout lorsque les amants sont ensemble, mais au début du film, il y a plusieurs plans qui sont assez inhabituels. On voit la tête à l'envers, et puis plusieurs fois on voit un personnage, je crois que c'est l'amante, dans un coin du cadre. La tête est... On voit à peine la tête dans un coin du cadre, et je voulais savoir un peu s'il y avait une explication à cette image. Dans la chambre, c'est pas tout à fait du présent, c'est-à-dire c'est certainement des reconstitutions de souvenirs. Et quand tu te souviens de quelque chose, tu peux avoir des images un peu belles comme ça. Tu sais, tu te souviens d'un reflet, d'un truc. Et ça, il y avait ça dans l'écriture de Simenon, mais et je pense que c'est pour ça que la chambre est particulièrement glorieuse, quoi, on va dire, et qu'il y a ces plans un peu magiques. D'ailleurs, on voit le lit dévasté, on ne voit pas les amants. Non. Ça m'a beaucoup plu, ça. Non, il y a le son. Il y a le son. Ça m'a beaucoup plu. Bah oui, parce que... Ah, ouais. Et en même temps, le seul plan où on les voit en entier, justement dans cette ouverture, c'est le plan où ils sont tous les deux collés. Alors ça, c'est un plan pompé à Loulou de Piala. On a fait exactement pareil. J'ai dit à Stéphanie, regarde, on va faire exactement comme Depardieu et Isabelle Huppert. Et on a mis les jambes exactement pareil. C'est dans Loulou. Et alors, oui, question. Et après, les plans décadrés dont vous parlez, je pense que c'est parce que c'était des flashs, c'est des choses où qui le piquent tout le temps quand il est face au juge, et donc tout d'un coup, il revoit son corps, il revoit son sexe qui s'ouvre, qui est dans la première page. Sinon, je pense, on pense à la première fois que le mot sperme a été écrit sur une page de roman. C'est écrit. Donc je me souviens que je m'étais dit, c'est quelqu'un qui n'en revient pas. Oui, il n'en revient pas. Hein. Bonsoir. Bonsoir.
une question qui dépasse un tout petit peu le cadre du film, et du coup je m'en veux un petit peu de vous la poser parce que je ne vous vois pas très passionné en parlant. Mais dans un entretien que vous aviez donné à la suite de la sortie de Serre-moi fort, vous aviez parlé du fait que vous aviez dit à vos productrices de ne pas accepter que vous rendiez un scénario, encore une fois, fragmenté dans la narration. Et je me demandais, d'une part, dans un premier temps, pourquoi est-ce toujours revenir à cette forme, à cette structure narrative, et pourquoi vouloir s'en départir? J'adore, moi, qu'on me raconte une histoire dans l'ordre, j'adore ça. J'adore ça. C'est tout ce que j'aime le plus. Donc, vraiment, je pensais qu'avec le texte de Claudine, tel que le scénario est écrit, hein, il y aurait quelque chose de Claudine Galliard, pardon, qui a écrit Je reviens de loin, dont on a fait Serre-moi fort, mais c'est... Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, il y a un moment que tu en as marre, quoi. Tu vas passer à autre chose. Hein. Et Barbara aussi, le film Barbara, là vraiment, j'en avais ma claque. Parce que Barbara, c'est un film de commande, tout de même. C'est pas moi qui voulais faire un biopic sur Barbara. Faut foutre la plaie à Barbara. Elle va pas... Mais c'est un producteur qui... avait eu cette idée, avait appelé Jeanne, et c'est Pierre Léon qui devait faire ce film depuis des années. Et il n'a pas voulu de Pierre Léon. Et donc Pierre Léon et Jeanne m'ont piégé en disant, écoute, ce film n'existera jamais, ou alors peut-être si toi t'essayes. Je dis, mais c'est une idée de merde. Enfin, Barbara, quoi. Voilà, donc j'ai cherché comment faire un film sur Barbara. Après, je me suis dit, je vais faire un film sur Jeanne, ce sera mieux. Et du coup, bon, quand j'ai dit à Jeanne, j'y arrive pas, ou alors, c'est nul, hein, je sais, mais on va dire, c'est l'histoire d'une actrice qui doit jouer Barbara. Elle m'a dit, ben voilà, c'est très bien, super. Ouais, ouais. C'est quand même méta, tout ça. Ben, écoute, moi je me mets à la musique et puis toi tu te débrouilles. Et non, je sais. Et là en plus, c'est mal barré parce que ma nouvelle marotte, c'est L'homme sans qualité de Musil. Donc je suis particulièrement dans la merde avec ces histoires d'être dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Il n'a même pas fini le livre en plus. Je sais. Je vais y arriver. Mais c'est vraiment, et je me souviens très très bien d'ailleurs de ce que Serge Boson m'a dit en voyant le film, parce que lui n'aime pas les jeux de construction. Il m'a dit, j'aime les films dans l'ordre. Il m'a dit, non, le film est bien, mais j'aime pas les films dans le désordre. Qui joue le gendarme. Les gars, enfin, vous le savez. Ben, en fait, pour aller dans le sens de cette question, c'est vrai que j'ai l'impression que d'une part, ça crée peut-être déjà un répit par rapport à la grande forme énorme, les 800 pages du Rouge et le Noir, du récit dans l'ordre, etc. Donc ça crée, enfin, c'est une forme qui paraît peut-être moins intimidante simplement parce que c'est des fragments, comme dans Serre-moi fort, comme dans... Et par ailleurs parce que, en fait, dans les fragments, entre les fragments se cache ce qui n'est pas vu, ce que personne verra, c'est-à-dire le moment où quelqu'un empoisonne la confiture, le moment où Barbara... Enfin voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de filmer l'absence, et pour aller encore dans le prolongement de cette question-là, j'ai l'impression que c'est un film aussi qu'on peut voir comme un film de deuil de ce personnage sur sa passion, et que ces remémorations, elles servent moins à la justice, parce que finalement, bon, que pour lui à être sûr que ça a bien existé, et voilà, et en faire le deuil. C'est vrai, oui. Et qu'il n'aurait pas dû, et que... qu'est-ce qu'il lui a appris, Parce que quand ils se retrouvent ensemble dans le même bureau, c'est insupportable. Il devient violent. Dès qu'il la revoit. On n'est plus très sûr qu'il est encore amoureux, simplement. Enfin... Non, mais il n'est pas amoureux. Hein. Il n'est jamais amoureux. Oui. Pas amoureux du tout. C'est quelque chose qu'on a tous traversé à un moment donné. Il
Et alors pour citer, alors j'y ai pensé là quand tu as cité quelques films, pour citer un autre film où un personnage se retrouve plongé, on ne sait pas exactement si on voit des vrais moments de sa passion amoureuse ou si simplement c'est lui qui se remémore et qui est plongé dans ces moments-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que le personnage est hébété, on a l'impression qu'il n'est pas dans le moment, parce qu'il est déjà en train de se le remémorer. C'est Je t'aime de René. Ah oui. Alors voilà, je ne sais pas si... Ah si. Si, voilà. Oui, non, mais je t'aime, bien sûr, tout le temps. De toute façon, René, j'y pense tout le temps. Il me manque beaucoup. Oui. Non, mais je cherche ces trucs tu dis, ce plaisir de la déconstruction, mais toute manière qu'on a de les filmer, on filme toujours des très très longs plans. C'est après qu'on fragmente, mais on filme des vrais moments de vie, parce que quand même, j'aime bien quand c'est incarné, quoi, quand il y a de la chair, que c'est des réels, quoi. Enfin, pas que des symboles, disons, voilà. Et donc, on partait quand même sur des grands moments, hein. Que ce soit dans la chambre avec Stéphanie, que ce soit avec le juge, toutes les scènes étaient en entier à chaque fois. Et on faisait juste... On a beaucoup travaillé le découpage avec Christophe. Ça, c'était aussi un exercice assez amusant, comment on filmait 3 interrogatoires dans un bureau sans qu'il n'y ait jamais le même plan. Ça, c'était assez intéressant. Ça, c'était assez excitant. Mais après, c'était vraiment être dans quelque chose d'incarné, quoi, tout le temps. Alors, est-ce qu'il y a il y a encore plein de questions. Alors, j'arrive, monsieur. C'est ça que je veux dire par aimer les films dans l'ordre, c'est-à-dire juste que ce soit... que ça passe pas trop dans... Oui, je voulais revenir juste une seconde sur la scène du balcon, là. Et je trouve qu'elle est... La scène du balcon... où ils sont tous les deux nus. Oui. Et, alors, ce qui est frappant, c'est que bon, c'est très beau, et en même temps, ça paraît totalement invraisemblable. Ah oui. Donc, cette scène, vous l'avez pensée comme un fantasme? Non. Ou comme une représentation de... Mais on fait des trucs comme ça. On a tous fait, à un moment donné dans nos vies, on a fait un truc comme ça. Bien sûr. C'est ça qui est génial. T'es à 2, tu le fais, quoi. Devant tout le monde. Bon, c'était un fond vert. Et ensuite, on a filmé la gare de... D'ailleurs, il y a des gens... je crois que c'est à Sevran, je ne sais plus où c'est. Qui me disaient, mais dis-moi, c'est pas la gare de Sevran, là. Donc, c'était plus facile devant un fond vert. On ne l'a pas fait devant... Parce que donc, cette chambre ne donnait pas sur une gare, malheureusement. On n'a pas trouvé de chambre chouette qui donnait sur une gare. Le plan dont je parle, c'est un plan, je crois, qui se passe dans la nuit, il pleut. Oui, on a rajouté de la pluie. C'est de la fausse pluie. Et justement, c'est un des charmes de la séquence, c'est qu'on se demande si c'est un fantasme interactif ou la représentation d'une scène réaliste, quoi. Donc c'est ça qui était intéressant. Et en même temps, ça surprend quand ça arrive parce qu'on est quand même dans une représentation assez vraisemblable dans le reste du film. Donc là, il y a un effet de rupture dans le rapport du spectateur à ce qu'il voit. Ouais. Donc c'est positif. Hein, c'est dans le livre, c'est décrit comme ça, qu'ils font l'amour, elle voulait faire l'amour devant la fenêtre avec la pluie. C'est une image qu'il y a dans le livre. Mais ça doit être ça aussi, là, lorsqu'on repense à une passion et qu'on est revenu dans une vie plus quotidienne et qu'on est donc pas tout à fait la même personne. Ce décalage dont vous parlez. Je suis sûr que c'est des choses aussi extrêmes que ça dans la reconstitution de la mémoire du souvenir précis. On doit certainement rajouter du soleil,
Et sans doute le personnage se dit ça valait la peine, quoi. Même si je me tape 20 ans de prison, il y a eu des bons moments. Bah, alors, ça c'est... À voir. Il y avait... Ouais. Ah, pardon, tu voulais dire? Non. Ah, ouais. Est-ce que ça veut dire? Alors, bonsoir. Vous êtes où? Je suis là. C'était pour revenir un petit peu sur les plans d'ouverture et enfin sur ces plans qui sont des gros plans. Enfin, je trouve que le film est d'une ambiguïté générale très étrange. C'est-à-dire que les gros plans qu'on voit, on a l'impression que c'est des gros plans de subjectivité, et en même temps, comme vous êtes le réalisateur et le comédien, c'est la première fois que je me pose cette question-là, mais j'avais l'impression que tout était confondu, à la fois le regard du réalisateur et le regard du personnage, qu'on était dans quelque chose où justement les plans avaient souvent des doubles sens, tout comme les lettres envoyées qui ont des doubles sens, où ça peut être à toi de le faire, ou à toi, je suis à toi, où tout le film est bordé comme ça d'une ambiguïté générale, tout comme la fin où on est dans le tribunal et qu'on a une sortie de gens. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu des gens qui partaient de l'église où il y a eu un mariage. Ouais. J'ai eu cette idée-là. Et aussi, ce plan où le juge d'instruction n'arrête pas de dire, je ne sais plus le terme, enlevez-lui les menottes, et lui à ce moment-là met sa montre à son poignet, qui fait que du coup il y a une résonance assez étonnante de mélange de temps et d'emprisonnement. Et j'ai trouvé tout ça assez étrange pour le spectateur de perdre comme ça de repères, de ne pas savoir ce qu'on est en train de voir vraiment. Enfin, et c'était un sentiment vraiment qui au début m'a presque gêné, et puis finalement qui m'a beaucoup plu, surtout après cette récurrence aussi du bleu qui circule comme ça de la chambre, après avec les gendarmes, et puis évidemment dans la salle de tribunal, il y a comme ça tout plein d'échos, mais on n'arrive pas forcément à comprendre le sens, de cette de ce véhicule qui est la couleur, qui est, même s'il y a l'opposition rouge-bleu évidemment. Bref, c'était voilà, c'était juste une remarque. Ouais. Mais ouais, ça n'a aucun sens. Il n'y a plus de sens. C'est terrible. Donc, en tout cas, d'essayer de parler de ce que vous me dites, j'essaie de me souvenir, une sorte de sensualité, si c'était possible, de chaque souvenir. Et les gros plans, ils pouvaient être... Alors, comme vous dites, je ne pensais pas démarrer sur un couple en train de faire l'amour. Donc je pensais à cette chambre qui allait être, qui est le titre du livre, qui a ce lieu paradis perdu, enfin un lieu isolé du monde. Donc je sais pas, j'imaginais comment la clé numéro 3 qui est là, des objets, des choses comme ça, oui c'est vrai, j'imaginais ça. Et puis ensuite il y a beaucoup d'autres gros plans qui sont par contre des sensations de Julien lui-même, oui. Je pense avec Serge Boson, par exemple, chez le gendarme, où il regarde des petits trucs partout, des fils d'ordinateur. C'est ce qu'il a devant les yeux. Et tu sais, quand tu penses à des trucs, souvent devant toi, c'est pas forcément les yeux de quelqu'un, c'est un bout de machin. Tu vois. Donc ça, ces gros plans, c'était ça, c'était le fait d'être ailleurs, enfin, des sensations, c'était créer des sensations pour aller contre le froid, quoi, de la déconstruction. Des sensations physiques. C'est comme dans un cauchemar avec des détails qui reviennent. Ouais.
Ben ouais, tu peux te réveiller la nuit avec des trucs comme ça, enfin tout ça. C'est l'impression que ça fait au début, en tout cas. Oui, c'est des détails, des bribes. Ben oui. C'est précis, mais c'est un peu abstrait en même temps. Enfin, et très très vite, il y a la voix du juge qui arrive. Donc tu comprends qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Donc peut-être dans cette chambre, sûrement dans cette chambre. Donc tu regardes les roses autrement, tu regardes le... Bon, voilà. Et après, c'est quelque chose d'extrêmement... avec François Gédigier, le monteur, t'es dans ces sensations-là, quoi, ouais. On aimait beaucoup faire des plans. Bocarn, de chef-op, il appelle toujours ça les inserts à rien. Les grandes blagues des chefs-op, tu vois. Il fait chier de faire des inserts, toujours. Et ça prend beaucoup de temps, en plus. Parce que c'est là où tu deviens méticuleux. Donc tu dis, attends, tu rajoutes un petit peu. Et t'as l'assistant. Mais, si tu repenses au film d'Hitchcock, tu vas voir que tu vas te souvenir des objets. C'est très bizarre. Et que souvent, ils sont émouvants. Enfin que c'est là que... C'est sûr, c'était dans le livre, le vase, là, au début, qu'on voit, là. Est-ce que le vase était dans le... Non, j'avais un problème de miroir, je me souviens. Donc on s'est dit avec Laurent, le décorateur, qu'il fallait mettre un truc devant du rouge, en effet, peut-être, un truc qui pique. Je crois que les fleurs, elles reviennent à un moment. Je sais plus. On a l'impression de rentrer dans le livre, quoi. On a peint cette chambre, ça je me souviens. On a vraiment peint le bleu. Elle n'était pas comme ça du tout. Non mais du coup, moi j'avais... Vous êtes où? Parce que le son... Ouais. J'avais une question sur le personnage de Suzanne. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez ajouté dans la mesure où on peut se dire que la passion ou les juges ou les policiers n'ont pas trop changé depuis l'époque de Simenon. Et j'ai l'impression qu'au contraire, il a un rapport plutôt contemporain à son enfant à qui il pense beaucoup. Donc je voulais savoir si ça c'était quelque chose de votre fait. Et aussi, je suis vraiment très inquiète pour Suzanne, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Donc, Non, c'est dans le livre, Suzanne est là. Et il s'inquiète beaucoup pour sa fille. Il se demande... et il y avait vraiment ce truc, la première question qu'il pose, ben, elle est où? Ne vous inquiétez pas, alors j'y rajoute, voilà. On a quand même pu placer quand Boson dit, vous inquiétez pas, elle est chez une voisine, bon. Elle va être... Mais... Ouais. Il y a une spectatrice qui suggère que c'est pas sa fille. J'ai entendu. Ah. Ouais. Moi, je dis ce que dit la salle. Mais... Non, mais c'est parce qu'elle ne ressemble pas du tout ni à lui, ni à sa mère. Et comme il y a beaucoup d'absence du personnage de la mère, bon, à un moment j'étais complètement parano et je me suis dit, mais elle aussi, elle a un mec, elle couche avec une pharmacien, je sais pas. Bien sûr qu'on peut se dire ça. Mais c'est le but du film, c'est qu'on devient vraiment interprété. C'est pas le but, hein, mais c'est un partage, je sais pas comment vous dire. C'est pour ça que je me disais, normalement j'aurais dû arrêter. Si j'avais réfléchi 2 secondes, faire un truc avec ta femme, on va jouer des amants. Non mais ça va pas, quoi. On avait un enfant, enfin, on l'a toujours d'ailleurs, mais je veux dire, c'est pas normal, quoi. Donc je peux pas, c'est un moment de... Oui, il y avait beaucoup de sensualité, de physique. Là. Ça nous manquait. C'est tout. Sûrement. Et puis, ouais, Suzanne.
Non, il n'y a pas plus dans le livre, à part le fait qu'elle... Mais il me semble que dans le livre, en revanche, il a un frère, non? Qui est son oui, c'est vrai, il y avait le personnage du frère. Non, oui, ça. Ce qui fait qu'il se retrouve très seul et sans allié. C'est son frère qui récupère la Suzanne. Alors, une autre question? Je me demandais, parce qu'en le voyant, moi, on peut voir que toutes les histoires sont vraies. Qu'à la fois il l'a tué, qu'à la fois il ne l'a pas tué, qu'à la fois c'est cette femme qui l'a tué. Tout est vrai. Et donc je me suis demandé... tout est possible, quoi. Tout est possible, mais même... c'est-à-dire que, je sais pas, c'est une sensation un peu bizarre à expliquer, mais c'est comme si toutes ces histoires étaient vraies en même temps. Oui. Et donc je me suis demandé comment vous l'avez joué. Parce que du coup, est-ce qu'il y a des Moi j'ai joué qu'il ne l'avait pas tué. Ok, Ouais. d'accord. C'est ça que j'ai pensé aussi. Merci. Oui, tu as raison. Il fallait que je décide un truc. Sinon c'était injouable. Je peux poser la question. Oui. Non, pour moi il ne l'avait pas tué, mais il était coupable. Donc il était niqué. Il était, de toute façon, c'est au-delà du coupable. C'est un cauchemar. C'est plus que ça, enfin, tu te rends compte. Les conséquences que ça. Mais oui, quand il y a le carton de confiture chez les livreurs, là, sur le parking, oui, je l'ai joué qu'il n'était pas coupable. Ce qui m'a permis, oui, c'est ça. Ce qui m'a permis dans le bureau d'être pris par quelque chose. Parce que c'est soit il est toujours en retard, soit il est toujours vraiment beaucoup trop en avance. Et je sais pas, il semble que tout est possible, mais même que dans un... Je sais pas, voilà, c'est cette sensation-là qu'on peut voir justement aussi dans la scène de la noyade, la scène avec l'échelle, que tout ça est à chaque instant possible pour lui. Donc c'est voilà. Enfin, moi, c'est cette sensation, c'était vraiment comme. Non, mais qu'il a envie de la tuer, ça c'est sûr. Oui. Enfin, ça traverse l'esprit. Parce que dans ces moments-là, tu t'inverses tout, ça devient complètement fou. Si j'étais libre, comme elle dit, si tu étais libre. Puis c'est elle qui lui. Enfin, peut-être elle lui a pas dit, mais en tout cas, c'est ça qui fait son miel, c'est le cas de le dire avec ça. Et si tu étais libre, enfin, t'imagines nos journées. Bon. Donc t'inverses. Ben oui. Mais le fait que tout est possible. Oui. C'est vrai, tout est absolument possible. Après, vraiment, ce qu'on faisait, pour voir si on avait un plaisir avec François, Gédigier, le monteur, on ne le regardait pas pendant longtemps, et on se le regardait, et on voyait si on avait été énervé par le trop de questions, excité par le trop de questions. Est-ce que c'était quand même incarné? Est-ce que c'était pas une machine qui tournait à vide comme un exercice intellectuel? C'est vraiment des obsessions comme ça que j'essaie de combattre, quoi. En tant que moi, quand je le voyais, c'est comme spectateur, de vérifier ces choses-là, de voir. Donc on était spectateur, on arrivait à être spectateur. Et puis on remontait un peu. Donc quand vous le jouez, vous n'étiez pas coupable? Oui, quand je le jouais, j'étais pas coupable et je ne savais pas que son mari était mort. Je le découvre quand je passe devant la pharmacie avec ma fille. Non, chaque fois c'est... Par contre, sa femme sent tout. Et du côté de la réalisation, du coup, quand vous réalisez, quand vous êtes au montage, est-ce que, donc, j'imagine que l'état d'esprit est différent, mais du coup je me pose la question, est-ce que là, vous n'êtes pas comme quand vous jouez, il ne l'a pas tué, c'est autre chose.
en tant que réalisateur, je veux dire, ce que vous oui, ce qu'il y a à filmer, tu veux dire. Ce qu'il y a à filmer, qu'est-ce qu'il faut faire passer, quelle version de montage vous choisissez, dans quel sens vous faites les... Enfin, voilà, comment on en arrive à ce film, mais pas seulement donc là en tant qu'acteur, mais aussi en tant que... Oui, non, mais je sais bien. Ouais. J'écris beaucoup avant, ce qui me permet de réécrire tout le matin même. Et c'est là souvent que je dis, je crois que ça y est, j'ai trouvé. Le matin même, et puis c'est une troupe. Hein. C'est la même équipe que Serre-moi fort, c'est la même équipe que Tournée, c'est la même équipe que Barbara. Donc ils seront moqueurs, hein, ils vont pas me laisser tout seul. Hein. Ça va être bizarre. Est-ce qu'en tant que réalisateur, il y a des moments où vous décidez ponctuellement de se dire non, il l'a tué et je choisis? Ah non. Non, jamais. Je pose la question. Non. En fait, je crois que je pense jamais réalisateur, je pense plus spectateur. Ouais, d'accord, ok. Je vois, je me dis ça. D'accord, je vois. Si tu regardes par là, ah oui, là c'est vraiment trop louche, là c'est trop appuyé, on va croire que c'est un salaud, ouais. Il y avait une forme de recherche d'objectivité ou d'hyper-réalisme, notamment évidemment dans tout le travail avec les juges. Ça, on a passé beaucoup de temps. C'était absolument passionnant. Je voulais absolument qu'ils me disent comment ça se passe dans un bureau. Moi, je ne savais pas qu'on mettait ça, qu'il fallait couper les plastiques devant le suspect. Ça fait partie du truc. Tout est vrai. S'il y a plus de 2 personnes dans... Ça, c'est intéressant. Voilà, et tout ça, ça te fait le plan. Hein. Plus les avocats. Et que oui, ben c'est un petit bureau. Et il faut... Ah, il y a plein de questions. Du coup, ma question se transforme un peu en remarque parce que c'est un peu ce que vous venez de dire, parce qu'on sent vraiment... Enfin, j'allais dire, on sent que c'est à la fois du théâtre et du cinéma avec cette incarnation, mais en même temps, c'est comme une pièce désassemblée, j'ai l'impression. Enfin, c'est ça qui crée le non-sens, l'absence de certitude. C'est parce que j'ai l'impression que ça a été joué comme une pièce, mise un peu à l'envers, plus que... parce que éventuellement, le travail du montage, quand on ne pense pas tellement au truc de l'incarnation, on peut refaire un sens, même avec des scènes fragmentées, etc. Mais là, on sent qu'il y a vraiment un sens initial qui a un peu été perdu dans ce jeu de montage en même temps, parce que, par exemple, la fin, on voit, on sent en fait que c'est un début, dans le sens où le personnage, on dirait qu'il a quelque chose à dire, et comme on a vu la violence dont il avait été capable envers son amante, donc on se serait attendu à ce qu'il puisse, là aussi, quand il voit la belle-mère passer, qu'il y ait une expression de quelque chose, et finalement c'est retenu. Je sais pas comment dire, mais c'est... Ça, je pouvais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Il est coupable. Ouais. Il n'est pas là pour dire, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas ça son énergie. Presque il s'en fout. Ce qui compte à ce moment-là, c'est... Il la regarde à nouveau, et il la voit, il la regarde, c'est pas elle. C'est pas elle qui a tué ma femme. Et c'est ça son délire. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce qui lui arrive à ce personnage à ce moment-là. Et elle dit, tu vois, on va quand même finir ensemble. Parce qu'on est choqué qu'il soit condamné quand même à perpétuité, lui. Ça, c'est la justice française. Hein. Ouais. Sans preuve, on condamne... Je me suis dit, merde alors. Il n'y a pas de preuve. Mais ça, c'est notre justice. Dans le roman, en plus, c'est une condamnation... non, les gens qui sont condamnés sans preuve. C'est pas mort, carrément, à l'époque. Je ne sais plus. Oui, mais en fait, on s'en fout un peu. C'est pour ça que c'est le truc d'avant. J'ai même décalé le son, la vocale. Enfin, on a. Oui, on entend mal. J'espère que c'est pas ça l'énergie du film. Après,
encore une fois, c'est dans l'écriture de Simon que ça me semblait absolument excitant, le fait que on ne sait pas. Je pense que c'est quelque chose aussi qui passionne Simon, le mystère humain. Tu sais pas qui et qui. Tu peux regarder quelqu'un et tu ne le connais pas. Tu peux regarder. Il y a toujours ça dans les romans de Simon. Tu vis avec quelqu'un et en fait tu connais pas l'autre. Et en même temps, c'est très ancré dans le corps, quoi. C'est très incarné. Non, mais ça tant mieux. Ça vraiment, on a essayé. Mais sur la structure, elle n'est pas venue du montage, si vous voulez. Le plaisir, c'était arrêtons de juger les gens aussi, qui est très présent chez Simon. On ne peut pas juger les gens, c'est pas vrai. Y a pas, tout est arborescent en fait, tout est compliqué. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a mis dans cet ordre-là, à ce moment-là. Mais il y a ça dans tous ses livres. Hein. Vous êtes devenu un lecteur, enfin je sais pas, peut-être que vous l'étiez avant. Pas tant que ça, c'est-à-dire, Simon, pour moi, c'était les livres qu'on trouvait dans les toilettes chez sa grand-mère, dans la maison de campagne, des copains de... Non, il y avait tout le temps des Simon, partout. Celui-là, je pense que je l'ai trouvé là. J'en lisais comme ça de temps en temps. Non, alors peut-être, je sais pas s'il y a une dernière question. Ah, oui, qu'on a déjà on peut aller. Ou alors non, ou alors. Non, continue. Oui, voilà, c'est ça, en fait, on peut continuer ailleurs. Il fait chaud ici. Non, je sais pas, il y avait là. Ouais. Par contre, il va y avoir en mars, du 8 au 12 mars, à Liège, il y a des journées Simon, avec des grosses pointures, genre ceux qu'on fait la Pléiade, etc. et tout ça. Oui, Michel Carnier, enfin des gens qui connaissent ça. Oui, que des, voilà, des 3-4 jours de Simon, et ils veulent montrer qu'un seul film, c'est celui-là. Alors là, c'était la médaille. Ça aussi, pardon, du coup, Simon, c'est souvent, il y a quelque chose qui est parfois un peu poisseux, mais toujours l'espèce de sexualité larvée. Ça, elle n'est pas larvée, elle est carrément... Non, ouais. Mais les maigrets, les choses comme ça, c'est toujours des détails. Et c'est ça qui rend peut-être aussi que le roman policier, on s'en fiche finalement de savoir qui a tué, parce que c'est toute l'atmosphère. Et même si ce Simon-là que j'ai pas lu, j'en ai lu plein, mais celui-là il est un peu différent, on trouve ça, quoi. C'est un toujours. Moite, et c'est ça qui fait le goût de Simon aussi. Ce qu'on a tous en commun, enfin, cette chose oui. autour de la sexualité, qui est vraiment pour lui l'explication. Alors, c'est sa limite aussi, hein, Simon, mais c'est tout à chaque fois. Bien sûr, mais à chaque fois, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas juger l'autre. Enfin, c'est intriqué, oui. On est tous comme un... Oui, je voulais revenir sur le personnage de l'épouse. Oui, ah oui. Et on est un petit peu surpris de son absence de jalousie, notamment par le fait que l'homme a la bouche ensanglantée. Et comme dans le récit, on dit que son amante lui a fait le coup 4 ou 5 fois, ça paraît un petit peu bizarre qu'elle ne soit pas plus montrée comme jalouse. Et alors, il y a une autre hypothèse. Mais c'est pas ça, je ne pense pas que c'est jalouse, mais allez-y. Et alors, pour reprendre ce que disait la jeune fille tout à l'heure, j'ai remarqué qu'elle fait tomber son plat quand... Alors, ça pourrait alimenter votre interprétation. On peut aussi imaginer qu'elle est la maîtresse du type qui est mort. Oh non, on ne se dit pas ça. On se dit c'est la confirmation. Elle sait. Le mari de la maîtresse est morte. Donc ça confirme. Et c'est pas une histoire de jalousie. Alors ça, c'est encore une autre chose. À quel moment tu dis les choses, à quel moment tu ne les dis pas. Et d'ailleurs, dans le moment où il va pour la tuer, en fait, c'est horrible. Ce qu'il lui reproche à sa femme, c'est pourquoi tu te tais. Mais dis quoi. Si tu dis, tu me sors du truc. Ouais. Tout à fait. Et elle dit rien. Elle a peur. Tu sais, franchement, on connaît tout ça.
Je parle ou je parle pas? Si je parle, je perds ou je gagne? Tu sais pas. C'est pas plus que de la jalousie, c'est très simple, hein, quand même. C'est là aussi le nom est fort. Elle peut pas parler. Vraiment, son silence est terrible. Alors, il y a Gars, il lui dit quoi, et lui ment, on va faire la plage. Oh, c'était horrible de tourner ce moment. Je crois que c'est le pire moment. On est sur la plage, et elle lui dit, tu penses à quoi? Et il lui dit, à toi. J'ai la chance de te raconter. Et, ouais. Ou elle qui dit, non mais moi je veux que tu sois heureux, c'est tout. Enfin, bah oui. Et même dans le lit, quand on se couchait dans le lit, c'était affreux. Léa Drucker est la femme la plus drôle, la plus merveilleuse, quoi. Bon, alors on faisait ça avec humour, mais je t'assure que ça nous pesait de faire ça. D'être là sur nos souvenirs de vie quotidienne. Toi, tu fais comment avec ton mec? Ah bah oui. Attends, je vais faire la cuillère, parce que comme ça, je vais faire la cuillère. Bah oui. Je me mets sur le côté. Pardon. Et une petite... pardon, encore moi. Juste une question. Pendant le film, pendant tout le début du film, moi je pensais qu'il allait tuer sa maîtresse, et j'ai pensé au film de Chabrol, à cause de la maison, de leur maison à eux, juste avant la nuit, qui est un film sur la culpabilité, et je voulais savoir, voilà, juste si c'était une des références. Non, j'ai pas vu celui-là. Un très très bon film, où justement une maison tout en verre, comme ça, ouais. Un peu bourgeoise, bref. À voir. Non, il fallait trouver un métier. Aujourd'hui, je me souviens, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme métier? Qu'est-ce qu'il fait déjà dans le truc? Il est un peu dans l'agriculture, hein? Oui. Ouais. Et après, ça m'éclatait d'avoir des tracteurs. Donc, voilà. Aller dans les tracteurs, puis ces machines qui... Même ça, tu te dis, bah, en fait, t'es déchiqueté par la machine. C'est ça que j'aimais beaucoup, j'aime dire. Et je me suis, du coup, la coiffure et tout, j'ai piqué ça au type qui tenait cette succursale. Ben, succursale, ouais, ça va être le mot de la fin. Voilà, merci encore. Merci tout le monde. Voilà, et donc, de toute façon, effectivement, on continue. Il y a la rue Champollion, le café, tout ça. Et donc, prochaine séance le 20 décembre. Je ne sais pas encore le film, mais ce sera un bon film.